Pour son 34e long métrage, Spielberg ne nous propose rien de grandiose comme des requins géants, la ressuscitation des dinosaures, des extraterrestres ou encore le débarquement de Normandie comme si on y était. Rien de tout ça, seulement un jeune garçon et sa caméra. Approchant de la fin de sa carrière, le réalisateur parle pour une fois de lui, nous ouvre les portes de son adolescence dans un film très intimiste qu'on pourrait même qualifier d'autobiographique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui du dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans, dans une critique 100% spoiler. Donc je vous conseille fortement d'avoir vu le film avant de regarder cette vidéo. Le film dépeint la jeunesse de Sammy dans les années 50 ou 60 dans une famille de classe moyenne juive américaine, déménageant au fil des emplois de son père, informaticien de génie et précurseur du développement de l'ordinateur. On va suivre Sammy d'un enfant terrifié par son premier visionnage de film au cinéma à son accession au milieu devenu jeune adulte. Le film va nous offrir une plongée totale dans son intimité tout au long de son éducation sentimentale, de ses problèmes familiaux, de son antisémitisme subi et aussi de son adoration totale de la caméra derrière laquelle il se réfugie afin d'y recréer un monde qu'il peut maîtriser. La richesse du film réside plus dans son scénario et son jeu d'acteur parfait que dans son côté grandiose. Donc mon avis sur le film va être assez court car j'ai tout simplement adoré. J'ai pas grand chose de négatif à en redire. Les 2h30 du film passent très bien et il n'y a pas de longueur à signaler. Spielberg, il a vraiment vécu une jeunesse qui l'a profondément marqué, notamment à cause du divorce de ses parents. Il a ensuite réalisé plus d'une trentaine de longs métrages racontant des centaines d'histoires, mais jamais vraiment la sienne. Mais par contre, il en a ressenti le besoin tout au long de sa carrière de raconter sa propre histoire, et il en a même parlé à sa mère peu avant son décès, afin de lui demander une sorte d'autorisation de parler de leur histoire de manière aussi publique. Elle lui a répondu qu'on retrouvait cette histoire dans chacun de ses films, mais de manière plus métaphorique. Il a jamais vraiment été bon pour parler à cœur ouvert, et il préfère les manières détournées pour dire les choses. Par exemple, on pourrait faire un parallèle entre Spielberg et le personnage d'Elliot dans E.T., dont les parents sont séparés et il se sent très seul avant l'arrivée d'E.T. Le sentiment de solitude et d'incompréhension que ressent Elliot au début du film est probablement ce qu'a dû ressentir le réalisateur à son arrivée en Californie, au moment où ses parents ont divorcé et où il a subi de l'antisémitisme à l'école. Son idée de monter le projet lui est apparue pendant le confinement, où il s'est retrouvé pendant très longtemps désœuvré, chose dont il n'avait pas vraiment l'habitude. Il a eu plus de temps pour penser à lui, à sa carrière, à ce qu'il voulait faire, et c'est là qu'il a décidé de lancer le projet qu'il avait sur le cœur. Il a commencé à écrire le scénario avec son ami, le dramaturge et scénariste Tony Kushner, avec lequel il a collaboré sur plusieurs films, comme Munich, Lincoln ou encore West Side Story. L'écriture a été un moment particulièrement difficile pour Spielberg, et cette introspection dans le passé a fait remonter plein de souvenirs, et Tony a été très précieux pour le réconforter. Il a même raconté au New York Times qu'il lui a fourni le genre de réconfort dont il avait besoin lorsqu'il puisait dans des moments de sa vie, des secrets entre lui et sa mère, et exposer au public le secret de ses parents, qui a déchiré sa famille, a aussi été un moment très douloureux mais nécessaire pour le réalisateur. The Fabelmans aurait été définitivement l'un des films les plus durs à écrire pour Spielberg, qui est l'un des plus intimes pour le réalisateur, qui se livre à travers sa caméra comme jamais auparavant. On peut pas vraiment dire que c'est une autobiographie, car ça ne raconte pas sa vie point par point, mais c'est plus une histoire inspirée de son enfance, très romancée et imagée. Cependant, le film reprend tout de même les principales lignes de sa jeunesse. Son père était bien un informaticien de génie, à l'initiative de la révolution informatique, et sa mère était une pianiste de concert, une pianiste professionnelle. Il avait aussi trois petites sœurs. Le prénom de Spielberg était Samuel en hébraïque, en hommage à son grand-père, immigré ukrainien. Et la famille a bien déménagé beaucoup, du New Jersey en Arizona, puis en Californie. Californie où il va être confronté pour la première fois à de l'antisémitisme. Le parallèle se poursuit même dans le titre des courts-métrages réalisés à l'adolescence, The Last Gunfire, un western de 4 minutes réalisé en 1959 à l'âge de 12 ans à peine, et Escape to Nowhere et Battle Squad, des films de guerre réalisés en 1961. Ses parents divorcent en 1964, ce qui le marque profondément, et cette séparation influencera le futur travail du réalisateur. Le film traite avec finesse et profondeur la figure de ses deux parents, aussi éloignés et touchants l'un et l'autre, et dresse une dichotomie entre l'esprit artiste de la mère et scientifique du père. C'est même clairement exprimé par le personnage de Mitzi, la mère, qui parle de deux camps dans la famille, les artistes versus les scientifiques, et Sammy fait clairement partie du premier camp. C'est cette séparation des deux concepts qui vont aider le jeune Sammy à se définir lui-même. Son père, le scientifique, aussi intelligent soit-il, ne voit pas des choses aussi simples que le fond du cœur de sa femme, même si c'est pas forcément évident toujours. Elle est et restera à jamais une énigme pour lui.
Il a une très haute intelligence intellectuelle, mais une très faible intelligence émotionnelle et relationnelle. Par exemple, il explique comment le cinéma marche de façon très mécanique à un enfant qui a une peur presque irrationnelle de s'enfermer dans une salle noire. Donc on voit là un gros décalage entre son discours rationnel et le discours qu'il faudrait tenir pour rassurer un enfant terrifié. C'est un homme bon, patient, gentil, mais incapable de comprendre sa femme, pour laquelle il voue une admiration sans borne, et c'est ce qui va détruire le couple de l'intérieur. Et il va comprendre ça qu'à la toute fin, lors de la scène où il regarde les photos. Il a compris qu'il n'avait jamais réellement compris sa femme et que jamais il ne le pourra. Et c'est comme ça qu'il comprend qu'il ne pourra jamais aussi comprendre son fils et il le laisse ainsi poursuivre son cœur. Et je trouve qu'à ce moment-là, il fait preuve d'une très grande sagesse. Sa mère, c'est tout l'opposé. Artiste dans l'âme, elle ressemble plus par moments à une amie qu'à une mère pour son fils. Et la scène où ils visionnent ensemble le film du train dans le placard est très importante dans leur relation et compréhension mutuelle. C'est d'ailleurs elle qui comprend en premier la passion de son fils en l'autorisant à tourner la scène de l'accident du train. Elle lui ordonne à la fin de suivre son cœur, chose qu'elle place par-dessus tout. Le vieux, l'oncle, qu'on le comprend aussi parfaitement, et sa prémonition va se révéler exacte, son art détruit sa famille, causant le divorce de ses parents. C'est d'ailleurs son père qui en est à l'initiative, ce qui est assez ironique, en pensant que réaliser un film sur les vacances au camping consolerait sa femme, endeuillée après le décès de sa mère. Et quand elle va visionner les images dans le placard, on ne sait pas trop si Michi sait déjà qu'elle est amoureuse de Benny ou si elle ne te l'est jamais avoué. Une chose est sûre, une fois qu'elle a vu ça, elle ne pourra plus jamais faire comme avant, plus jamais fermer les yeux, et ça va la plonger dans une effroyable tristesse, accentuée par leur départ en Californie. Donc c'est une très très grande scène où elle visionne les images de sa vie et qui fait bien le parallèle avec la scène du début où ils regardent ensemble les images du train dans le placard. Et j'ai trouvé que c'est une très bonne idée de Spielberg de nous ne montrer que sa réaction. Et là-dessus, c'est une très très grande actrice. Cette dichotomie est une composante essentielle du long métrage qui vient enrichir l'essence du film qui est capter l'émotion, l'instant qui compte. Il enregistre l'amour entre sa mère et Benny sans même s'en apercevoir. Est-ce qu'on peut dès à présent parler de don? Spielberg l'admet lui-même qu'il a filmé cet amour par accident, mais que bizarrement, il a cru ce qu'il avait vu à ce moment-là. Il a cru ce que le film lui disait, ce qui est assez intéressant. Donc on a un jeune réalisateur qui se construit grâce à sa caméra, préférant filmer que de mettre des mots sur des plaies. Et on a le plus bel exemple avec la discussion impossible entre sa mère et lui, qui se termine par le visionnage d'un film. Spielberg confirme lui-même qu'il transmet beaucoup d'informations émotionnelles et psychologiques par d'autres moyens que le dialogue, et notamment par le langage corporel et expression faciale. C'est cette énergie qu'il tente de capter dans ses films et de mettre en scène afin d'en délivrer les messages. Ces signaux sont d'ailleurs souvent captés de manière instinctive ou accidentelle. Tout au long de sa jeunesse, il va aussi se perfectionner dans l'art de faire des films, et ce Fabelmans va dresser les grandes leçons de cinéma qu'il a apprises. Samy va se révéler très vite doué pour différentes facettes de l'art de la réalisation, et on peut notamment s'en rendre compte avec le train et les différents trucages en règle générale, comme augmenter le nombre de plans afin d'améliorer une illusion, ou les trous dans la pellicule pour imiter les coups de feu. Ses talents dans le domaine vont l'aider à réaliser Les Dents de la Mer, son premier film à connaître un succès international. Il y a aussi la technique pure grâce à son père qui va lui prêter sa caméra et lui en expliquer le fonctionnement. Donc là, on a tout l'importance du côté ingénieur. On a aussi, c'est un bon meneur d'hommes, notamment avec le film de guerre où il va faire pleurer un de ses potes pour qu'il rentre mieux dans son rôle. Et là, on a un beau parallèle avec le Tom Hanks, les deux scènes de Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan, où l'action va s'arrêter le temps d'une minute et le personnage va observer l'horreur qu'il est en train de vivre, le vrai carnage. On a aussi le vieux qui va lui expliquer quelle sera sa vie d'artiste, la difficulté de vivre une vie normale alors que les artistes sont souvent des personnes qui ont du mal à vivre les pieds sur terre, avec une nécessité de recréer un monde, ce qui génère beaucoup d'incompréhension et de frustration avec son entourage. Il y a aussi filmer les moments qui comptent vraiment avec le camping et la magnifique danse de la mer, ou encore la journée à la plage. L'importance du storytelling au cinéma avec Logan et l'autre brute. On peut magnifier, détruire ou tout simplement créer une histoire de toute pièce avec une bonne mise en scène et un bon montage. Logan découvre le poids de la célébrité et joue d'une réputation qu'il ne pourra jamais tenir, et c'est finalement le paradoxe de tous les acteurs. La leçon de cadrage, selon John Ford, campée par David Lynch dans le film, l'importance de définir son propre style dans la manière de filmer, de tourner, afin d'en proposer une expérience unique et aboutie aux spectateurs. Donc voilà, toutes les leçons reçues au fil de l'enfance et de l'adolescence vont l'aider à définir son style et son art, mais aussi à mieux accepter ses qualités et ses défauts, et ainsi pouvoir se lancer dans la grande aventure du cinéma.
c'est fini pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez aimé. Au revoir.